Salut à tous! Cette vidéo marquera les prémices des vidéos dédiées à un seul jeu sur ma chaîne. Au départ, j'étais parti sur une simple présentation d'une rentrée rétro. C'était d'ailleurs une rentrée que j'avais fait à l'occasion de mon dernier détour au boulevard Voltaire de Paris. Mais je me suis dit que ce sujet-là était tellement passionnant, ça me tenait tellement à cœur que je voulais en faire une vidéo dédiée, un peu plus longue. Et quelque part, je vais en faire une petite encyclopédie. Je vais vous résumer un petit peu l'histoire de ce jeu, de cette licence. Et je trouve ça un peu plus pertinent. Sujet passionnant, comme d'ailleurs bon nombre de productions des années 80. Aujourd'hui, j'aimerais faire l'hommage à l'une des licences qui a bercé mon enfance. Une licence qui m'est très très chère. Et d'ailleurs que j'ai connue sur l'Atari ST. Et c'est d'ailleurs une époque où ce genre de licence, née à la fin des années 80, marquait un gap assez pertinent entre les bornes d'arcade et les adaptations sur micro. Une époque révolue qui nous faisait claquer de véritables fortunes dans les cafés ou dans les salles dédiées. Et ce même si l'on disposait d'adaptations très fidèles à la maison. À la fin des années 80 et notamment en 88, Capcom met tout le monde d'accord en sortant son système CPS-1. Ça met une gifle technique sur pratiquement tout ce qui se fait à l'époque sur le support arcade. Forgotten Worlds, Ghouls 'n Ghosts, Willow, Area 88, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais il y en a un également qui se démarque parmi le lot, c'est Strider. Et c'est le sujet qui nous intéressera aujourd'hui. Bien que le succès interplanétaire de Strider donnera naissance à des suites qui seront officielles de chez Capcom ou non, à des caméos donc dans des Versus Fighting qui sortiront par la suite, on va s'intéresser ici au premier opus de la licence, qui pour moi est le plus marquant, comme c'est souvent le cas dans le jeu vidéo. Je me suis toujours interrogé sur l'univers si particulier et singulier de Strider. Quand on mélange des ninjas, des environnements cyberpunk, des conflits politiques, cadre qui serait aujourd'hui improbable de représenter et qui était vachement en vogue à l'époque, celui de la guerre froide. Mais le saviez-vous, Strider est né non seulement d'un concepteur de génie, mais également de la main d'un mangaka. Et oui, Strider est avant tout né sur papier, ou du moins sa naissance, son histoire s'est fait en parallèle avec le jeu, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais ouais, Strider est avant tout apparu sur papier en 88. Et bah écoutez, on va développer tout ça. Nous sommes en 2048 et l'histoire met en avant le plus jeune membre de l'organisation Strider. Alors pour vous resituer un petit peu, les Striders sont des ninjas spécialisés dans l'antiterrorisme, dans l'espionnage, dans l'assassinat. Et Hiryu, qui est non seulement le plus jeune d'entre eux, mais également le plus doué, puisque il fait déjà partie de la classe qu'on appellera Spécial A, décide de se retirer de l'organisation puisqu'il a dû assassiner sa propre sœur aînée, Maria, qui était devenue incontrôlable au sein de l'organisation puisqu'elle était elle-même une Strider. Et tel un Rambo sorti d'outre-tombe, le vice-président de l'organisation décide de rappeler Hiryu qui s'était retiré en Mongolie pour profiter d'une retraite paisible. Et le sort étant contre lui, on lui demande d'assassiner son meilleur ami, Cain, ou Cain. On va l'appeler Cain. Tu vas venir avec moi, Cain. Cain, qui était également membre du Strider et d'ailleurs l'un des plus doués, et qui est maintenant agent de liaison pour le compte d'une police secrète basée au Kazakhstan. L'ex-Strider ayant été soumis au projet Zane, qui est un programme de contrôle mental. Notons le contexte assez particulier de l'époque, puisque que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les œuvres cinématographiques, tout était prétexte à aller se frotter un petit peu à l'armée rouge. Je vais te briser. Et donc Kiryu sera accompagné de Shina. Shina qui est une membre du Strider, c'est l'ex-coéquipière de Cain, elle l'a accompagné au Kazakhstan et justement elle décide d'accompagner Hiryu pour l'arrêter, sans pour autant être au courant du fait que ce dernier doive l'assassiner.
Et sous l'emprise du contrôle mental, Kain décide de s'attaquer à Hiryu et Shina malheureusement s'interpose et trouve la mort. Hiryu parvient à contrôler et à maîtriser son ex-camarade Kain et tous deux décident de venger la mort de Shina en exterminant la véritable organisation qui est derrière le projet Zane et qui veut contrôler le monde par le contrôle mental. J'ai nommé l'Enterprise. Passons maintenant aux jeux vidéo. Alors il faut savoir que lors de ses premières apparitions en 88, Hiryu aura connu deux sortes d'aventures vidéoludiques. Deux aventures qui disposeront d'un contexte narratif assez différent. Dans un premier temps sur NES et non sur Famicom. Et ouais, parce que le jeu devait effectivement sortir sur Famicom, sauf que il y a eu des problèmes de timing avec le manga et c'est pour ça qu'il est sorti un peu plus tard, en 89, sur NES exclusivement. Le premier Strider sur NES s'apparente davantage à un jeu assez labyrinthique, une sorte de Metroidvania. Mais il nous fait également voyager, puisqu'on passe du Kazakhstan aux États-Unis, en passant par le Japon. Et le jeu reprendra un petit peu le concept de Megaman slash Rockman, puisque à travers les niveaux, on va devoir récupérer des items pour avancer. Donc que ce soit effectivement pour ouvrir des portes, pour marcher sur l'eau, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le jeu est directement raccordé au manga. La narration du manga colle parfaitement au jeu, puisqu'on retrouve les personnages de Kain, et les cutscenes vont directement évoquer des passages du manga. D'où la volonté justement de Capcom de vouloir sortir le jeu suite à la publication du manga de Kikaku. Mais bien évidemment, l'opus qui nous intéressera davantage aujourd'hui, ça sera l'épisode arcade de Capcom, sorti en mars 89 sur CPS1 et qui mettra bien évidemment tout le monde d'accord, ne serait-ce que par sa technique. Capcom CP システム第3弾、美しいグラフィックと抜群の操作性を誇る、これがストライダー飛竜だ。Strider, c'est avant tout un modèle de fluidité, malgré le nombre d'éléments affichés à l'écran. Et Strider montre un petit peu cette empreinte de l'époque où l'action est non-stop. Hiryu effectue des glissades, il effectue également des acrobaties, des saltos, enfin bref, il s'accroche à n'importe quel type de paroi, ninja de son état par ailleurs. La réalisation est exceptionnelle, avec ses sprites qui sont à très très grande échelle. Les sprites des boss qui sont gigantesques et Capcom se paiera même le luxe d'intégrer quelques effets de profondeur quand on voit justement les petits mechas qui nous accompagnent. Vous savez, les aigles qui nous accompagnent, les aigles mechas dont le sprite justement diminue pour accentuer un petit peu cet effet de profondeur. C'est exceptionnel. Et ne parlons pas de la difficulté du soft qui ferait passer n'importe quelle production actuelle pour Hugo Délire. Jusqu'à la fin de l'émission, Céline, l'équipe donc qui en aura récolté le plus grand nombre. Et ici existe le lore du manga, ou presque. Et puisqu'on est sur arcade et le pitch, c'est pour les faibles. Nous sommes en 2048 et on incarne toujours le surdoué membre du Strider Hiryu, qui a pour mission d'arrêter une entité assez mystérieuse qui s'appelle Meio. Et Meio, il veut quoi? Soyons original, il veut plier l'humanité sous son joug. Mais ça ne lui suffira pas, puisque mégalomane de son état, il veut éradiquer la planète Terre grâce à l'arme suprême, la troisième lune. Notre héros commencera donc son assaut dans la ville fictive de Kazakh City. Kazakh City qui sera une sorte de mix entre ville cyberpunk et architecture russe. C'est très particulier et ça reste mon spot préféré du jeu. Mais il y aura également la Sibérie avec ses gorilles mécaniques gigantesques, les hauteurs célestes du Balrog, qui est également l'un des vaisseaux, c'est une espèce de croiseur appartenant à Meio, avec des effets de gravité jamais vus jusqu'ici, ou très peu sur arcade. L'Amazonie et ses balades à dos de Diplodocus, pour évidemment finir sur la troisième lune, qui est la menace suprême du jeu. Et fatalement affronter le Grandmaster Meio. Strider constitue tout ce qui faisait le succès des jeux d'arcade à l'époque.
Et justement, cette différence, ce gap avec nos machines de salon. Un level design et une réalisation complètement insane, hein, nous narguant même avec des effets de gravité inversés, ou même sa capacité à proposer des ambiances visuelles complètement différentes d'un tableau à un autre. Hein. Il n'y a qu'à voir justement le second niveau avec ce jeu d'ombre et de lumière qui propose justement une atmosphère qui est unique, hein, et qui était peu vue à l'époque. Hein. Un univers éclectique qui nous fait voyager non seulement à travers le monde, mais également à travers les époques. Un petit peu la marque de fabrique de Capcom à l'époque, les compositions alterneront selon les situations, et ce de manière extrêmement fluide et invisible, exprimant une fois de plus la volonté de Capcom de vouloir proposer aux joueurs des situations variant du calme à la tempête, et ce en un clin d'œil. Une performance que l'on devra à un Junko Tamiya que l'on connaît pour un certain Final Fight. Et non, écoutez, je ne pense pas me tromper en disant que Strider c'est une base au platformer action. Hein. Je pense notamment à des titres comme Assassin sur Amiga qui a repris pas mal de recettes de Strider, également des titres comme Run Saber sur SNES. Et Strider aura même droit à une sorte de suite spirituelle créée en 96 sur borne d'arcade. Alors j'y suite spirituelle parce qu'il a été créé par l'équipe d'origine du jeu et donc par Kurohada himself. Et cette suite s'intitule Cannon Dancer. Et Strictly Limited se chargera d'éditer en 2022 ce titre. Sur les supports actuels, que ce soit au format en édition simple ou en édition collector comme celle-ci, vous voyez, avec la petite carte qui va bien. Hop là, voilà. Une belle petite pièce, hein, j'avoue. Et Capcom confiera donc sa licence phare à pas mal de boutiques qui étaient plus ou moins spécialisées dans la conversion à l'époque sur micro ou sur console, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Intéressons-nous tout d'abord à la majorité des adaptations de Strider, à savoir sur micro. Les micros qui ont à l'époque, à la fin des années 80, occupé pas mal de foyers. Kirtex Studio qui se sont occupés de 90% de l'adaptation de ces titres-là. Et il faut se le dire, hein, c'était assez éloigné du modèle. Mais The Strider, puisque c'était son petit nom sur micro, avait néanmoins la prétention de convoiter le podium des action platformers sur micro, et ça c'est pas rien. Alors cette version Amiga développée par Tiertex est sortie en septembre 89. Il faut savoir qu'elle servira en fait de modèle pour les autres conversions micro. Hein. Le jeu a très bien été accueilli par les critiques au niveau magazine, et notamment par le Tilt. Après forcément, hein, la conversion a subi entre guillemets quelques concessions, comme par exemple la taille des sprites, l'animation, la palette de couleurs. Et ce qui va être assez récurrent sur ces conversions micro, et notamment sur la version Amiga, ST et PC, c'est cette fameuse interface qui est réduite à peu près à la moitié de l'écran. Alors j'imagine que cette concession-là, c'est par rapport à la mémoire vidéo de la machine, hein, mais bon. En soi, la conversion est de très bonne facture pour de l'Amiga. Et la force de la version Amiga, c'est notamment de pouvoir exploiter et la musique et le son, ce qui n'est pas le cas justement sur les autres supports. Et donc la version Atari ST que j'ai racheté il y a à peu près 2-3 ans, que je tenais à récupérer parce que c'était l'un des jeux de mon enfance, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est sensiblement effectivement la même version que l'adaptation Amiga, sauf qu'il y a eu quelques concessions au niveau du son. Je pense que, encore une fois, on parle de limitation de l'Atari ST par rapport à ce niveau-là. Mais en soi, c'est grosso modo à peu près la même version que la version Amiga. Hein. Et inutile de vous dire que lorsque j'ai joué à la version Mega Drive, genre un an plus tard, j'ai failli jeter mon Atari ST à la poubelle, hein, tout simplement.
Alors si on fait une passe sur le packaging de la version ST, distribué effectivement par US Gold, donc c'était un packaging qui a été distribué en Europe. C'était un petit peu la mode à la fin des distributions sur Atari ST, on les distribuait partout en Europe. Ici on a les différentes, je vous le montre, les différentes notations au niveau des magazines avec les différentes langues. On est sur du multilingue. Donc je vois ici, on a la version française, on a la version allemande de Visu, une trad italienne donc du pitch du jeu. Si on unbox le tout, on a ici, hop là, on a les 2 disquettes, voilà, les 2 disquettes sur Atari ST, avec effectivement le petit flyer qui va bien, le petit flyer promotionnel des différents jeux US Gold, voilà, qui ont été distribués à l'époque. Et ici, effectivement, les instructions du jeu en multilingue. Je vais vous faire un petit hop, voilà, un petit focus dessus, voilà. On va passer rapidement sur les autres conversions micro. Ici, on a la version Amstrad, voilà, la version Amstrad CPC. Donc, je vais faire un rapide unboxing. Alors, on va faire un rapide focus sur cette version CPC Amstrad. Alors, je me suis juste rendu compte d'un truc, c'est que j'ai la boîte Atari ST sur ma version Amstrad. Bon, voilà. Je vais devoir peut-être la changer par plus tard. Enfin bref, ça c'est pas trop gênant. Voilà. Donc on a la version ici disquette de Strider. Je vous la mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Mais ici effectivement la version disquette de la version CPC. Et par contre, bah, écoutez, ouais, sur ma version à moi, il n'y a pas de documentation, de flyer ni quoi que ce soit. Nous avons également la version Commodore 64 dont la réalisation peut être inattendue malgré l'absence de pas mal de contenu. Et également donc la version Spectrum. Bon, ça on va pas épiloguer sur cette version là parce que bah, tout simplement il n'y a plus grand chose à voir avec son modèle étant donné les limitations techniques de la machine. Et enfin la crème de la crème, la version que je tenais à garder pour la fin tellement elle m'a ébloui, c'est la version MS-DOS donc qui tourne derrière moi, vous voyez. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, non, c'est nul à chier. En fait, ça prouve à quel point justement les développeurs de l'époque ne soupçonnaient pas les capacités d'un PC IBM pour le coup. Mais là non, on est juste dans l'infaisable, c'est juste pas possible. On n'utilise même pas ici la carte son, donc on a 2 types d'affichage, je crois que c'est l'EGA ou le CGA. Donc là ça tourne en EGA et fort heureusement, on a toujours ce problème au niveau de l'interface qui occupe la moitié de l'écran, mais le pire de tout, c'est la carte. Alors déjà de une, oui effectivement la carte son n'est pas utilisée, donc on a le bruit du speaker. Mais surtout, on ne peut pas mapper les touches. Et ça, quand même, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud et même c'est juste injouable, faut dire ce qui est. Tiertech sera également responsable d'une version console. Et ouais, c'est la version Master System que l'on oubliera assez vite parce que, bah, écoutez, la lenteur de l'animation et la jouabilité approximative par rapport justement à sa consœur qui est la Mega Drive, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Mais bon, je tenais quand même à vous l'évoquer. C'est moi, Maître Sega. Tu choisis Strider sur la Mega Drive, c'est parti. T'as vu ces couleurs? Ça vient des 2 microprocesseurs. Passons bien évidemment à la crème de la crème, donc vous me voyez un petit peu venir, ça tourne derrière moi, ici, hop, c'est la conversion sur Mega Drive. Alors la version Mega Drive qui fait indéniablement partie des meilleures conversions de Strider, il faut rendre quand même à César ce qui lui appartient, notamment parce que c'est sorti pratiquement à la sortie de la machine. C'est sorti je crois en 91 en France et donc un peu plus tôt au Japon, mais en soi la cartouche faisant à peu près, non elle pèse me semble-t-il 8 mégas. Ça fait partie d'une des plus grosses cartouches de la Mega Drive et ouais, rien que ça. Et c'est juste monstrueux, quoi. Indéniablement l'une des vitrines technologiques de la Mega Drive à sa sortie. Et forcément, c'est à 1000 années-lumière des conversions sur micro, ne serait-ce que par la taille des sprites qui est pratiquement égale à la version CPS1, donc la version arcade de Capcom. Alors je ne vais pas faire de longs discours sur la version Mega Drive. La version Mega Drive, c'est pratiquement l'arcade à la maison. À noter d'ailleurs que la version Mega Drive a été développée par Sega,
puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Mega Drive oblige, je suis obligé de vous évoquer la vitesse des scrollings différentiels. Et ça, on peut déjà le constater dès le second niveau, avec vous savez, la descente après le middle boss en Sibérie. Et Ryu descend une pente à une vitesse assez bluffante, et là on peut justement voir un petit peu les capacités techniques de la Mega Drive. Ici on a une jouabilité quasi parfaite du soft. Pour moi c'est un 9 sur 10, voire un 10 sur 10, il n'y a pas à chier quoi. Donc une rapide passe sur l'unboxing de la version Mega Drive avec l'illustration qui laisse un petit peu à désirer à mon sens par rapport à la version japonaise. Mais bon, ça a toujours son charme des années 80-90. Ici, il est effectivement complet. Je crois que je l'avais upgrade celui-ci. C'était un upgrade de base parce que je voulais récupérer ce jeu-là dans les meilleures conditions possibles. On a un packaging européen comme on va dire 95% des jeux sur Mega Drive. Une véritable pépite, c'est un must-have et je pèse mes mots. Hachimega, Strider Hiryu, Mega Drive kara. Alors on passe maintenant à un peu plus lourd avec la version X68000 de chez Sharp, qui est un Graal pour moi, je vous l'avais déjà évoqué sur la chaîne. Ça c'est mon rêve. Moi aussi. Ah c'est mon... T'as vu le prix comme moi là. Tu voudrais avoir une X68000? Ah ouais, c'est mon rêve. Ce rêve bleu. Aussi étonnant que ça puisse paraître, la conversion n'est pas quasi fidèle, c'est pas du 1 pour 1. Bien que ce soit Capcom qui se soit occupé de l'affaire, il y a quand même pas mal de clipping et d'éléments manquants au niveau du background, mais c'est une version qui se défend quand même assez bien pour le coup, et qui est pratiquement au coude à coude avec la version Mega Drive. Et ouais, elle est dans le top 3 des meilleures conversions du soft. Mais par contre, grande force de la version X68000, c'est qu'on aura le grand retour des voix digitalisées qui sont absentes sur la version Mega Drive. Alors passons désormais à la petite curiosité de cette vidéo, et d'ailleurs c'était l'objet principal de cette vidéo que j'ai développé par la suite. C'est l'achat que j'ai fait sur République Voltaire ce mois-ci, c'est le Strider sur arcade CD-ROM. Capcom a confié cette adaptation-là à DICE. Et il faut savoir que cette version-là est sortie sur le tard, puisqu'elle devait sortir au préalable sur Super Graphics, et je pense que NEC a voulu solliciter un peu plus son nouveau système booster de mémoire vidéo, l'arcade CD-ROM, en adaptant donc Strider. L'arcade CD-ROM qui boostait la mémoire vidéo de 256 KO à 2 mégas, permettant justement des petites fantaisies comme des conversions SNK, et ouais s'il vous plaît, comme Ryoko no Ken, Garou Densetsu 2, Garou Densetsu Special et World Heroes 2, je crois, de mémoire. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, cette version-là est assez contrastée. On est censé être proche de la version arcade par rapport au boost de l'arcade CD-ROM, mais si l'on la compare à la version Mega Drive, écoutez, ça manque de pêche au niveau des couleurs, au niveau des sprites. La décomposition des sprites est assez bizarre, vous voyez. La jouabilité, bon, j'ai pas grand-chose à redire dessus pour l'avoir testé, mais effectivement, ouais, on peut être assez déçu par rapport à cette conversion-là. Alors, la grande force de cette conversion-là, c'est pour ça que je vous évoque le côté un petit peu curieux de la chose, eh bien, écoutez, c'est qu'il y a un niveau supplémentaire qui est le niveau du désert. Bon, il apporte pas grand-chose, mais également les remixes des musiques, qui est une exclusivité pour le coup de la version PC Engine, et d'ailleurs, c'était une grande mode des versions des jeux sur PC Engine, donc de pouvoir profiter du support CD, et c'est juste sublime, il faut dire ce qui est. Également donc la présence des cutscenes entre les niveaux, et même justement cette séquence d'introduction en 3D avec le logo qui tourne en 3D comme ça, écoutez, c'est assez impressionnant pour l'époque. Et écoutez, je voulais justement profiter de cette vidéo là pour vous montrer cette version. Alors passons maintenant justement au packaging. Pour ce qui est de l'unboxing de la version arcade CD-ROM, donc on a évidemment la spin card, vous me connaissez à force, avec des illustrations du jeu.
ici, donc il n'y a pas besoin d'épiloguer, hein, on est sur un jeu d'arcade, c'est simple, c'est efficace. Ici, avec l'illustration qui est magnifique, hein, vous pouvez le constater, c'est une illustration qui est, je crois, non, c'est même sûr, elle est identique à la version X68000. Et donc si on ouvre ça, on a effectivement l'artwork du CD qui est simple, hein. Et bien évidemment, je vous montre ça tout de suite, vous me connaissez, la présence de la rec card. Hop là, dans la notice, voilà, la rec card. Alors je crois que c'est une rec card propriétaire, si je dis pas de bêtises, mais bien évidemment, je n'aurais pas pris ce jeu-là s'il n'y avait pas eu la rec card. Voilà, c'est un petit achat qui fait très plaisir pour le coup, et qui était dans ma wishlist de l'année 2024. Voilà, je suis tombé dessus. J'ai pas mal hésité parce que il commence quand même à coûter un petit peu. Et puis je me suis dit, bon, écoute, on va marquer un petit peu cette journée avec les copains sur Voltaire, et puis on va craquer. Et bien évidemment, la palme de la meilleure conversion revient à la version PlayStation, hein, donc qui a été offerte avec le Strider 2. Strider 2 sorti en 99, fin 99 au Japon, donc la version console, et distribuée en Europe fin des années 2000, ce qui explique la rareté de ce titre-là, puisque me semble-t-il que la PS2 était déjà installée au Japon. On est toujours sur cette notion de rareté des titres de fin de cycle des machines. Et là, bien évidemment, pas trop de surprise, puisqu'on est 12 ans après la sortie du titre d'origine en version arcade, et Capcom se paiera même le luxe de remixer les musiques de son jeu, hein. Ça donne la conversion parfaite. Unboxing de Strider 2 sur PlayStation dans sa version PAL, donc avec la présence effectivement du multilingue. On a l'anglais, le français, on a le néerlandais, on a l'espagnol, on a l'italien. Et donc petit unboxing, on va ouvrir tout ça. Donc vous avez ici la présence du CD de Strider 2 forcément, hein, puisqu'on achète quand même le jeu pour ça. On a la notice qui fait quand même, on dirait un Larousse le truc, hein. Regardez le bazar, regardez l'épaisseur du truc, hein, c'est assez impressionnant pour un jeu d'arcade, un action platformer. Et également donc forcément hop là, je vous montre ça à la caméra, la présence de Strider premier du nom en bonus sur cette version PlayStation. Je ne pense pas que le disque soit gourmand, hein, pour l'avoir ripé récemment sur le Polyméga. Je crois que ça pèse dans l'ordre d'à peu près 50 MO, hein, donc il n'y a pas grand chose non plus, mais écoutez, comme je vous l'ai évoqué, c'est la meilleure conversion du jeu d'arcade. Et donc il n'y a pas photo, hein, si vraiment vous voulez la meilleure conversion de Strider premier du nom sur console, eh bien c'est celle-ci, quoi. Alors, vous l'aurez compris, hein, Strider premier du nom, c'est le porte-étendard d'une époque qui est révolue, ne serait-ce que par le contexte narratif qu'il suscite, mais également par la véritable gifle technologique qu'il a pu justement nous mettre dans les salles d'arcade. Et c'est pour ça que moi ça me tenait à cœur de réaliser cette vidéo là. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la réapparition de son héros des années plus tard. Donc par exemple vous avez Strider Hiryu sorti en 2014 sur PS3 et d'autres supports. Attendez, hop, je vous fais un focus dessus. Voilà ce magnifique coffret collector eCapcom. Et c'est la seule version physique du titre pour le coup. C'est un excellent jeu qui a été développé par Helix. C'est un Metroidvania et je vous conseille très fortement de l'utiliser. Aujourd'hui, Capcom réutilise son personnage parce que ça a été un personnage à succès. Ce personnage, je pense qu'il sera encore et toujours utilisé en tant que caméo pour diverses suites. Et ça prouve justement le succès de ce titre et à quel point ce jeu-là a marqué les esprits. Strider, ça fait partie de ces titres qui m'ont le plus intrigué au niveau de leur univers. Il n'y a qu'à voir justement la séquence surnaturelle du premier boss où vous avez les membres de l'assemblée comme ça qui forment une espèce de chenille comme ça, mais qui a vu ça? Et je pense que Capcom
on en était à cette période où il y avait effectivement une maîtrise mais totale du level design, de la technique, mais également des coups de folie qu'on ne voyait pas venir. Et ça, c'est une très très grosse empreinte de ce titre-là. Sur 20 minutes de jeu, vous allez voir des choses que vous n'aurez jamais vues auparavant. Et cet univers m'a toujours intrigué et je pense que c'est intemporel pour le coup. Eh bien écoutez les gens, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu d'avoir évoqué justement le sujet Strider. Ça fait pas mal de temps que je voulais aborder ce sujet. Et bien voilà qui est fait, et je pense refaire d'autres vidéos de ce style-là, sur des sujets qui me parlent. Je voulais remercier également quelqu'un qui me suit, qui s'appelle Ilias, qui m'a évoqué ses encouragements à travers Insta, à travers les réseaux. Et écoutez, je lui en remercie, je le remercie pour justement ces paroles qui sont très très encourageantes. Et je tenais également et bien entendu à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent dans ma démarche, dans mes réalisations. Voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup pour m'avoir suivi et moi je vous dis à très très vite.